C'est la deuxième partie de l'émission Le Monde en 7. Nous sommes de retour. On va parler maintenant du sujet qui concerne le Togo. Évoquer la création de ce comité de gestion de l'assurance maladie universelle. C'était en Conseil des ministres le 3 août dernier. L'exécutif a annoncé la création d'un comité de régulation des assurances maladie universelles. Le Conseil des ministres a défini la mission, la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité. Il s'agira pour cet organe de donner des orientations nécessaires, de garantir l'équilibre financier, contribuer à la pérennité du système national d'assurance maladie. Donc la création de ce comité de gestion de l'assurance, de régulation de l'assurance maladie universelle montre que du côté de l'exécutif togolais, on fait un pas de plus vers la généralisation de l'assurance maladie. Badassé Wiao et puis Eric Johnson sont toujours avec moi pour poursuivre l'analyse de ce sujet. Je sais qu'au niveau du Parti du Peuple et d'Intégrité, cette question vous tient à cœur, que les Togolais disposent d'une assurance maladie universelle. Quand vous voyez des annonces de ce genre, est-ce que vous vous dites que c'est un pas dans la bonne direction? Non, c'est un pas dans la bonne direction. Au niveau du PPI, nous en sommes très fiers. Nous prions Dieu que cela soit une réalité dans les jours à venir, parce que depuis 2016, dès notre lancement, nous avons appelé à une assurance maladie universelle, parce que la santé n'a pas de prix. Et au Togo, lorsque nous voyons comment les populations vulnérables, les couches vulnérables font pour se faire soigner, c'est très difficile, c'est très difficile. Quand vous allez dans les milieux, les hameaux les plus reculés, à peine les gens trouvent 25 fois acheter un médicament pour de petits bobos, de petits maux de tête. Donc, avec déjà ce pas que le gouvernement vient de mener, nous sommes certains qu'il y a déjà un souci au niveau du PPI qui est en train d'être réglé. Nous attendons maintenant ce qui concerne la retraite pour tous. D'accord. Déjà, nous félicitons le gouvernement déjà pour ce geste. Eric Johnson, vous voyez cela d'un bon œil, ce pas dans le sens de la mise à disposition d'une assurance maladie universelle? Oui, nous sommes toujours dans le mandat social, n'est-ce pas? Apparemment. Je crois qu'aujourd'hui, avec cette assurance maladie universelle, nous pouvons dire que le mandat social est en bonne marche. Vous savez, l'assurance maladie universelle, en réalité, cela n'est pas bien expliqué pour le moment aux populations. Je voudrais juste dire deux choses d'abord. C'est que premièrement, l'État togolais a fait des efforts. Mais par manque d'informations, les Togolais subissent toujours cette situation de précarité. Est-ce que vous savez qu'il y a une loi au Togo qui demande aux structures sanitaires publiques de prendre en charge les premiers soins de paludisme aux citoyens? Oui, normalement, oui. Tous les premiers soins de palud sont gratuits. Sont gratuits. Dans les structures publiques. Dans les structures publiques, mais ça n'a jamais été appliqué. Il y a des soins qu'on doit quand même faire aux citoyens lorsqu'ils arrivent dans les structures publiques avec la maladie. Mais il y a des médicaments qui sont même distribués gratuitement à ces structures de soins publics, mais on ne sait pas comment tout ça là est utilisé. L'assurance maladie universelle, on a commencé aujourd'hui, en réalité, par rapport à ce que l'État a prévu, c'est l'INAM, l'Institut national d'assurance maladie, qui est en train de gérer cette assurance-là. Mais l'INAM ne prend en charge jusqu'aujourd'hui que les fonctionnaires de l'État et
quelques secteurs oui. comme dans le transport, on a parlé des syndicats et tout ça, mais je sais que la presse aussi bénéficie. Oui, la presse, oui, je ne sais pas si... Mais bon, enfin... Bon, ça marche. Hein, ça marche de toutes les façons. Il faut que tout ça là se formalise. Maintenant, si on veut mettre cela au niveau de l'ensemble des populations, il faut forcément que tout le monde ait quand même une carte d'assuré pour pouvoir bénéficier de cela. Et donc, je crois que cette structure-là, c'est ce comité de gestion qui est en train d'être mis en place, ce n'est pas encore fait, va permettre quand même de mettre en place une structure qui va gérer ces cartes-là. Comment les citoyens pourront bénéficier de cela? Il faut s'inscrire parce que on parle d'assurance maladie universelle. En réalité, c'est pour un certain âge. Ce n'est pas pour tout le monde. Mais quand vous regardez un peu, il y a une tranche de population plus jeune qui a une forte masse que les populations qui travaillent, il faut le dire. Mais est-ce qu'on va regarder tout ça? De quelle manière ça va se passer et tout? Je crois que c'est le rôle qui sera confié à ce comité de gestion de l'assurance maladie universelle. Je vois ça, je l'accepte, mais je pense que ça ne va pas très vite. Il faut que ça aille plus vite, parce qu'aujourd'hui, la cherté de la vie fait que quand vous regardez des gens qui se sont dit, nous n'irons plus vers les médicaments de rue, mais c'est ce qui reprend de plus belle. Les gens sont obligés d'y aller parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller s'acheter les produits pharmaceutiques, même les produits génériques. Et donc, tout le monde se rue encore vers ces produits de la rue et avec toutes ces conséquences. Et donc, je crois qu'il faut qu'on accélère ce processus-là. Je vois ça d'un très bon œil, mais il faut que ça aille plus vite. Est-ce que c'est quand même quelque chose quand il faut le mettre en place, puisque c'est universel, donc ça doit couvrir une plus grande part de la population que ce que fait actuellement l'INAM. Derrière, donc, le dispositif, il va être très lourd aussi. Oui, le dispositif va être très lourd. C'est pourquoi on a mis en place cette structure-là qui sera chargée de donner des orientations pour que ce système qui va être mis en place soit un système pérenne. Donc, pour aller dans le même sens que M. Johnson tout à l'heure, qui parlait de manque de formation par rapport à la gratuité des soins du paludisme, c'est vrai que la communication n'a pas été faite tout autour de la question, parce que, bon, moi, mes enfants en ont bénéficié dans des structures sanitaires publiques. Ça existe effectivement. Mais je ne sais pas si au jour d'aujourd'hui, ça continue ou pas. C'est vrai que ce que l'État veut mettre en place actuellement, sur le plan budget, c'est très lourd. Il faut voir quel est le mécanisme qu'il faut trouver pour faire participer les gens. Parce que pour que tu bénéficies de l'assurance maladie universelle, il faut que tu fasses une contribution. Oui. Je donne un exemple. Pour la presse, par exemple, c'est 4 000 francs par personne et par mois. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Quelle est la procédure? Attention, quelle est la procédure? Il y a eu une confusion. Parce que... Laissez-le terminer. Non, vous allez réagir à... L'exemple qu'il a donné... l'exemple qu'il a donné, parce que la contribution... la contribution, en réalité, pour l'assurance maladie universelle, et je crois que pour une certaine frange, la contribution n'est pas demandée. Pourquoi? Quand on parle de l'assurance maladie universelle, il y a le côté solidarité aussi pour ceux qui ne travaillent pas. Voilà. C'est ce que je voulais... C'est le rôle alors du comité et de ce comité-là de pouvoir se pencher, de définir quelle couche doit être prise en charge et à quels frais. Donc, je pense que c'est un travail qui attend vraiment ce comité-là qui a été mis en place. Mais pour moi, je reste encore... dubitatif, parce que j'attends la formalisation. L'intention déjà elle est bonne, elle est à saluer, mais il faut aller vite, parce que
il ne faut plus attendre encore. Lorsque nous voyons nos frères, nos sœurs qui ont des difficultés à se prendre en charge sur le plan sanitaire. Mais il faut aussi, rien ne sert d'avoir l'assurance maladie universelle, avoir sa carte, et dans son milieu ne pas avoir une structure sanitaire. Oui, oui. Ou bien avoir une structure sanitaire et ne pas avoir de médecin. Donc, moi, je voudrais que l'État fasse vraiment un travail en amont en dotant toutes nos communes de structures telles que nous avons proposé au niveau de notre plateforme, que chaque commune, chaque canton puisse avoir un médecin. Nous avons... un médecin, on va vous dire que c'est un luxe. Hein? Non, ce n'est pas un luxe parce qu'il y a des mots qui nécessitent que vous soyez pris en charge par un spécialiste, pas par un infirmier. Nous revenons d'une tournée. Dans un canton, il n'y a même pas SMS. Dans un canton, il n'y en a pas. Donc, comment est-ce que tous ces gens qui... Ça, c'est tout un canton, est-ce qu'il y a un maire, tout un canton. Pardon? Est-ce qu'il y a un maire? Mais il y a un maire. Alors là, Il y a un maire. il doit jouer son rôle. Mais les maires sont arrivés il y a combien de temps? Oui, 2 ans, 3 ans. 3 ans. Les cantons ont existé, ça fait des dizaines d'années. Oui, Mais avec des délégations spéciales. Bon, bien sûr. Mais je crois que l'État doit vraiment réellement se pencher sur la question, revoir les structures sanitaires dans les différents milieux, surtout les milieux les plus reculés, pour que cette structure sanitaire-là soit dotée en matériel et en personnel qualifié pour que l'assurance maladie puisse réellement servir. Parce que si vous êtes malade et vous êtes dans un coin reculé de Djarpanga, on vous dit que vous ne pouvez pas, il n'y a personne, il n'y a aucun médecin qui peut vous consulter là-bas, de vous déplacer alors que vous n'avez pas les moyens, ça revient encore à des dépenses. C'est pour ça que ceux qui ont critiqué la première ministre d'avoir offert des ambulances tricycles, je me dis... Bon, les gens ont dit que ce n'est pas elle qui a offert, hein, que c'était une association qui avait offert. Ça a passée coïncidé par avec un événement. Voilà. Donc, et on a critiqué cela. Je dis, mais c'est pratique pour certains milieux. C'est pratique. D'abord, il n'y a pas de route, de bonne route, etc., pour que les véhicules se déplacent. Mais quand vous allez en Inde, il y a des milieux où vous ne trouvez pas de véhicules pendant toute une semaine. Mais ces gens-là arrivent à se faire soigner dans des structures sanitaires, tout simplement à l'aide de vélos, à l'aide de tricycles et de motos. Mais chez nous, on offre... Nous n'allons pas encourager ça. Oui, nous n'allons pas encourager cela quand même dans notre pays. Mais il faut l'encourager. Du moment où nous n'avons pas d'ambulance... Sur des tricycles et sur des vélos? Oui, parce que nous n'avons pas encore de véhicules pour pouvoir transporter les malades dans certains milieux. Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui? Dans certains milieux. On parle de certains milieux. Les tricycles peut-être, mais les vélos... Non, mais c'est un exemple que j'ai donné. Nous avons les moyens. Hein? C'est pour vous dire, parce qu'il y a des coins qui sont véritablement reculés et vous ne trouvez pas de moyens pour pouvoir déplacer vos malades. Alors, Abel Badassi avait dit quelque chose sur laquelle je voulais vous faire réagir quand il parlait comment dire, du fait que beaucoup de structures n'ont pas de médecins, mais même le plateau qui doit exister, le minimum n'existe pas. Je vous donne un exemple. Quand vous allez par exemple au CMS Diaglé, qui est juste à une dizaine de kilomètres de Lomé, parfois les bonnes dames sont obligées d'aller acheter elles-mêmes l'aiguille, de cotiser pour l'acheter, pour faire piquer leurs enfants. Alors, dans ce contexte, quand on parle d'assurance maladie universelle, est-ce qu'on ne va pas créer plus de problèmes qu'il n'en existe déjà? Mais de toutes les façons, le plateau technique, on en a toujours parlé, hein, mais il faut qu'on arrive à se faire cette idée. Nous venons d'où? Des trucs, franchement, des structures inexistantes qu'on est en train de mettre en place. Aujourd'hui, avec la décentralisation, c'est pour ça que c'est très important, cette décentralisation. Il faut que, au niveau de chaque mairie, vous voyez, les gens ont ces problèmes. Mais certains maires se permettent de voir autre chose. Alors que les populations ont des besoins pressants, je peux dire. Parce que la santé, l'éducation, mais on laisse tout ça, on va regarder autre chose, on est préoccupé par je ne sais quoi. Je ne veux pas donner d'exemple pour frustrer qui que ce soit, mais je pense que c'est le rôle
de nos communes aujourd'hui. Si on fait la décentralisation et qu'on n'arrive pas à avoir de centre médico-social dans une commune, excusez-moi, ça veut dire que les maires et leurs conseillers, les conseils municipaux ne travaillent pas. C'est ce qu'il faut dire tout simplement. Ils vont parler aussi de maintenant, budget, le budget, tout, oui. Maintenant, est-ce que vous prenez à cœur les vrais soucis de vos administrés? Puisque si moi, dans une commune, je suis maire, je n'ai pas de centre médico-social, et je vais, dans mon budget, je dis, je veux tracer une route. La route, elle est importante. Mais par rapport à la santé, je privilégie quelque chose. C'est ce que je veux dire. Il faut savoir mettre les besoins, il faut essayer de les structurer, dire que bon, ça, j'ai besoin d'SMS, de CMS, que de routes. Il faut faire la part des choses. Quand vous dites cela, ça me rappelle une mairie qui a inauguré une morgue rénovée. Ça m'a fait réagir parce que dans la localité, l'hôpital, il faut voir son état. Son état. Alors, revenons à notre... Oui, ça veut dire tout simplement... On connaît votre destination. Oui. Et non seulement ça, ça veut dire que peut-être il y a beaucoup de morts que les gens ramènent pour venir enterrer dans le village. Et si le maire pense que ça peut lui engranger un peu de sous et pouvoir construire un hôpital, pourquoi pas? Pourquoi pas? On revient donc à cette assurance maladie universelle. On parlait aussi du mécanisme de solidarité et de mutualisation pour le financement, parce qu'il ne faut pas aussi que les gens se mettent dans la tête que bon, ça va être une assurance maladie universelle, donc du coup, tout va devenir gratuit. Non, c'est pas ça. Je pense que tout autour de la question, il faut faire une large communication. L'État doit avoir dans cette histoire comme partenaire les médias pour que l'information puisse atteindre les couches les plus reculées. Parce que si on ne communique pas sur la question, il sera difficile de pouvoir exécuter ce programme. Donc, que les citoyens aient en tête, lorsqu'on dit assurance maladie universelle, cela ne veut pas dire que vous allez prendre les médicaments, vous allez vous faire soigner gratuitement. Non. Mais il y aura une contribution. Mais cette contribution-là, peut-être, va être sérieux par rapport à votre niveau de vie, par rapport aux différentes couches sociales qui existent dans notre pays. Donc pour que certains ne soient pas, dont le revenu est très 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 faible, le revenu mensuel très faible, ne soient pas lésés. Est-ce que ce n'est pas un peu le système, les plus fortunés payent pour les moins? Je pense qu'on doit aller à ça. Je pense qu'on doit aller à ça. Je vais revenir par rapport à ce que aussi le M. Johnson disait tout à l'heure au niveau des structures. Moi, je pense que quand on voit certaines communes aujourd'hui, allez-y vers quitter le cadre de Lomé, Golfe, aller vers l'intérieur, il y a des communes qui ne sont pas viables. Vous allez voir même l'état même de la mairie, bon, ça choque. Dire que, quelles sont alors, il n'y a pas d'activité pour dire que cette mairie-là va engranger, faire des recettes jusqu'à financer ces projets, c'est très difficile. Moi, quand je vois de ces communes-là, je me pose des questions par rapport à la manière dont cette commune-là va s'en sortir pour pouvoir satisfaire sa population sur le plan de l'éducation, de la santé. Moi, je fais appel encore à l'État. L'État est le premier responsable dans l'éducation, dans la santé. Que l'État réduise son train de vie. Réduise son train de vie. J'ai donné une fois un exemple ici, qu'en 2017, lorsque vous avez vu toute une armada de diplomates togolais qui sont allés aux Nations Unies prendre des hôtels à 4 millions la nuit. Est-ce qu'on avait besoin de ça? On n'avait pas besoin. Il faut calculer le nombre de jours qu'ils ont fait, le nombre de personnes qui sont allées. Mais on avait déjà l'ambassadeur qui est présent. On a un représentant permanent du Togo auprès des Nations Unies. Mais les deux suffisaient pour pouvoir participer à cette réunion et faire un feedback au gouvernement. Est-ce qu'on avait besoin encore? Chacun a son rôle. Hein? On avait besoin encore de ça. Donc 4 millions la nuit, cela suffit pour équiper un petit CMS dans un village. Je pense que moi, c'est ce que je propose, que l'État réduise son train de vie afin d'aider les communes qui sont économiquement non viables. C'est assez réduit maintenant. Hein?
Vous pensez? Le train de vie de l'État? Moi, je ne crois pas. Ah oui, parce Je ne qu'il crois faut, il faut un peu les approcher pour savoir pourquoi, quand vous allez chez vos frères nous aujourd'hui, sortons. ils n'arrivent plus à vous donner des bons d'essence. Pourquoi ils n'arrivent plus à vous accompagner pour prendre un pot avec vous avant de vous laisser. Il faut comprendre tout ça. Parce que les caisses noires, aujourd'hui, sont en train d'être... enfin, les montants sont en train d'être divisés par 2, par 3, par 4, etc. Et ça, c'est une réalité. Il faut quand même approcher tous ces gens-là pour savoir. Non, ce que tu disais par rapport à l'assurance maladie universelle, en réalité, le premier avantage de cette assurance-là, c'est que quand vous arrivez dans une structure sanitaire, c'est qu'on ne vous prend pas les frais. Les frais qu'on a l'habitude de vous demander, aller à la caisse, d'abord avant de commencer les soins. C'est le premier avantage de cette assurance maladie universelle. Donc, les revenus faibles, il faut quand même que l'État arrive quand même à renflouer une caisse pour pouvoir payer les soins qui sont donnés aux populations. Et donc, il y a une frange de la population qui doit payer. Quand les journalistes sont allés signer un accord avec l'INAM pour bénéficier de cette assurance maladie, et on leur a demandé de payer 4 000 francs par an, par mois, pardon. Oui. Ça veut pas dire... Je pense que c'est par trimestre. Non, c'est pas moi. Nous payons 4 000 francs par mois. Donc, également. Oui, ça ne veut pas dire que forcément, les gens, tout le monde va tomber malade au cours du mois. Mais cet argent-là va permettre de boucher un certain trou. Quelqu'un peut venir au cours du mois, il peut dépenser plus de 30 000, plus de 50 000 francs. Mais qui paye la différence? C'est ça aussi. Oui, mais c'est ça l'assurance. Oui, mais il y a quelqu'un qui paye. Parce qu'il y a un mot que je veux utiliser, je l'ai écrit ici, mais je ne veux pas encore l'utiliser parce que ça va ouvrir d'autres pages. Allons-y. Qui paye la différence? Mais c'est l'État qui paye tout ça. L'État subventionne un peu votre assurance. Oui, c'était le mot que je ne voulais pas utiliser. C'est ça. Oui, c'est de ça que nous parlons. Oui. C'est-à-dire que quand nous payons en partie, ça ne veut pas dire que nous dépensons totalement ce que nous avons payé. Oui. Mais si nous prenons sur 100 personnes, si c'est 40 ou 50 qui sont tombés malades au cours du mois et qui ont dépensé les 4 000 francs qu'ils ont versés, donc il y a au moins 50% qui restent. Ça va combler les trous. Et donc, en réalité, l'assureur, quand nous prenons les assureurs privés, mais qu'est-ce qu'ils font de ce que nous payons? Tu es assuré, tu assures ton véhicule chaque année. Oui. Est-ce que tu as des sinistres chaque année? J'en ai pas eu depuis plusieurs années. Plusieurs années. Oui. Et donc cet argent-là sert quand même à faire quelque chose. Cet argent-là, on peut le placer quelque part, on va avoir des dividendes et tout ça là va revenir le jour où tu auras un sinistre, le jour où ça va dépasser ce que toi, tu as déjà versé, on te reverse. C'est pour ça que l'assureur te dit, pour 1 000 francs, je suis capable de payer ton sinistre jusqu'à hauteur d'1 million. Parce que ton argent sert à quelque chose. Donc, il y a d'autres qui payent aussi pendant que toi, tu as un sinistre. Voilà. Donc, mécanisme de solidarité, de mutualisation, mais l'État, forcément, quelque part, j'emploie le mot subventionné parce que l'État, quelque part, va couvrir la différence à un certain niveau dans un contexte où aujourd'hui, on le sent, on le voit, l'État devient de plus en plus incapable de maintenir ses subventions. C'est ça qui inquiète, mais je crois que... l'exemple le plus palpable, c'est le gaz. C'est le gaz. Mais pour ce qui concerne la santé des citoyens... Pour le gaz, je reviendrai là-dessus. L'État a l'obligation, le devoir de pouvoir subventionner. Parce que rien ne sert d'avoir une population qui est tout le temps malade. Je crois que cela ne donne pas aussi la vitalité au niveau de l'économie. Lorsque vous avez une population tout le temps malade, mais qui va travailler?
Donc, l'État a cette obligation-là de pouvoir subventionner en grande partie les frais pour pouvoir couvrir la partie de ceux qui n'ont pas de moyens ou bien la partie de la contribution des revenus faibles. Oui, Eric Johnson. Oui. L'incapacité aujourd'hui de l'État de maintenir ses subventions. Tout part de la budgétisation de l'État. Vous savez que chaque année, il y a une loi de finances. Même si, au cours de l'année, il y a des lois rectificatives. Il y en a toujours eu. Par rapport au budget. Et donc, quand l'État, pour le gaz, j'ai dit que je vais revenir là-dessus, je n'ai pas vu dans le budget la ligne qui est subvention du gaz. Parce que en réalité, ce secteur-là est détenu par des privés. L'État n'intervient pas forcément dans la commercialisation du gaz. Ce que l'État fait, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait une spéculation. Et donc, l'État bloque le prix pour qu'il soit le même sur toute l'étendue du territoire national. Et à certains moments, puisque c'est un produit dont les coûts fluctuent généralement, donc l'État fait en sorte que quand il y a une baisse du taux, que le citoyen puisse l'avoir à un taux raisonnable. Et quand ça augmente, que ça soit stabilisé. C'est pour ça, à chaque fois, on voit le prix du gaz à 12,5 kg à 6 500. C'était ça jusqu'au 13 août dernier. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que de janvier à fin juillet, du 1er janvier à fin juillet, l'État... Fin juillet dernier. Oui, juillet. Pardon. Juillet. Donc, l'État dit qu'il a subventionné le gaz jusqu'à hauteur de 11 milliards. Ce qui n'est pas normal sur le budget 2022. Ce qui n'est pas normal. Et donc, l'État dit qu'il ne peut plus continuer par subventionner le gaz parce que le taux fluctue très vite. C'est-à-dire que si c'était trimestriellement, on pouvait comprendre. Mais chaque mois, ça augmente. Et donc, les sociétés qui commercialisent ce gaz-là adressent une facture très salée à l'État parce que l'État doit compenser puisque c'est l'État qui leur a dit de fixer le taux à 6 500. Quand le truc va jusqu'à 8 500 sur le marché international, nous devons continuer par acheter à 6 500. Qui va payer la différence? Mais c'est l'État, puisque c'est l'État qui a fixé le prix ainsi. Et donc, l'État a dit, je ne peux plus continuer parce qu'il y a d'autres choses à moi faire. J'entends ce que vous dites et c'est intéressant de l'apprendre, mais ce qui choque les gens, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde où la communication va très vite, on fait les comparaisons très rapidement. Quand vous prenez un pays comme le Burkina qui vous donne le même type de gaz, 6 kilos à 2000 francs, et que vous l'achetez dans un pays qui a le port. Donc le transport vers là revient plus cher. Vous avez la Côte d'Ivoire, vous avez les autres pays. J'ai fait personnellement... Les gens sont choqués aussi. J'ai fait personnellement ce brunchmaking, Côte d'Ivoire, tout autour de nous. Oui. J'ai vu que pratiquement, nous sommes au même prix que le Bénin. Oui, le Bénin, oui. Voilà. Donc, qu'est-ce qui justifie cela pour nous par rapport à la Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, et le Niger. Donc, c'est tellement que ces pays-là ont une source d'approvisionnement qui n'est pas la nôtre. Pas les mêmes ports chez nous. Attention, parce que je viens d'apprendre que la Côte d'Ivoire, par exemple, produit du gaz. Moi, je parle plus de l'Interland. Oui, l'Interland, je n'ai pas encore cette information. Je ne suis pas sûr. Mais vous dites que la Côte d'Ivoire produit du gaz. Oui. Et là, actuellement même, il y a du pétrole qu'on a trouvé en offshore. Oui, le pétrole, mais voilà. le gaz... Ah mais oui, qui dit pétrole, quelque part, il y a du gaz à côté, forcément. Oui, mais en même temps, pour beaucoup, c'est que ces pays comme le Burkina et autres, parce qu'il y a aujourd'hui aussi une politique, et vous le savez, de préservation de l'environnement qui fait qu'on encourage de plus en plus les gens
à recourir au gaz plutôt qu'au traditionnel charbon de bois. Moi, j'ai eu ce débat, je ne vous le cache pas, avec mon épouse qui m'a convaincu qu'elle gagne plus en charbon qu'en gaz avec le prix actuel. Alors, comment on arrive à convaincre ces populations qu'avec ce coût-là, continuent toujours d'acheter le gaz 6 kilos à 4 000 et quelques? Ça va être très difficile, surtout dans dans ce contexte de crise que nous traversons. Ça va être très difficile de convaincre. Je crois que, comme vous venez de le dire, la dame, elle va préférer aller chercher un sac de charbon à 8 000 francs, si elle peut couvrir un mois, 2 mois, que d'aller prendre du gaz à ce prix. Donc, c'est une des conséquences serait alors la déforestation, parce que ceux qui font cette activité-là, il y aura encore la demande sur le terrain. Vous voyez que juste à la montée du prix du gaz, le sac de charbon que je prenais peut-être à 12 000 francs est allé rapidement à 13 000, 14 000. Donc, il y a déjà un impact. Donc, je crois que la subvention de l'État, je sais qu'elle est très élevée, mais pour des raisons aussi... Élevé, mais impossible. Moi, je ne dis pas que c'est impossible de maintenir. Moi, je ne dis pas que c'est impossible. Mais pour des raisons peut-être environnementales, l'État pourrait quand même être amené à continuer cette subvention. Parce que si on ne le fait pas, les ménages seront dans l'incapacité de pouvoir prendre le gaz à ce prix. Et en conséquence, on va prendre du charbon. Et prendre du charbon suppose qu'il y a du bois. De toutes les façons, l'État n'a pas arrêté la subvention. Parce que, en réalité, si je me confère au prix donné par les sociétés qui commercialisent le gaz, on ne devait pas être, par exemple, pour le 12 kilos, 11 300. 11 300 que l'État a ramené à 9 800 et quelques jeudi soir. Donc, ça veut dire qu'il y a encore une subvention. Mais cette subvention-là... Un peu moindre par rapport à avant. Voilà. Cette subvention-là n'est pas aussi élevée. Oui. Mais c'est là tout l'enjeu de la question. Dans le contexte actuel où on veut préserver l'environnement, est-ce que c'est impossible pour un État comme le nôtre de maintenir sa subvention au taux d'avant et qu'on continue d'acheter le gaz au prix d'avant? Le problème est par rapport au gaz aujourd'hui, on ne sait pas quelle fluctuation on aura dans un mois. Ça peut encore monter par rapport à la situation en Russie, puisque c'est la Russie, l'Ukraine, tous ces pays-là, c'est les pays producteurs du gaz. C'est eux qui fournissent le gaz à plusieurs pays. On a l'Algérie et tout ça à côté, mais les gens ne prennent pas le gaz là-bas. Le Nigeria est à côté, avec le gazoduc, tout ça, on avait pensé que la situation allait être plus la Côte d'Ivoire, comme vous en parlez tout à l'heure, c'est aussi un marché qu'on peut exploiter. Ça va réduire les frais de transport. Voilà, donc on ne sait pas. Mais si l'État ne subventionne pas ce gaz, je ne pense pas qu'on pourra encore utiliser du gaz chez nous. Néanmoins, vous savez, la spéculation qu'il y a eu sur le charbon la semaine dernière, puisque nous sommes allés sur le terrain, nous l'avons constaté. Moi, j'ai appelé et on m'a dit, le sac de 8 000 est aujourd'hui à 11 000. Je dis, tiens, 3 000 francs, c'est trop. Pourquoi? On dit, quand vous allez même à l'intérieur, il n'y en a plus. Puisque, vous savez ce qui s'est passé, c'est que ceux qui ont des moyens, très rapidement, la semaine surpassée où le prix du gaz a flambé, ils sont allés, vous voyez leurs véhicules dans le marché du charbon, mais ils les remplissaient. Et donc, quand les bonnes dames ont vu ça, non, maintenant, là, on ne vend plus à tel prix, on a augmenté le prix. Bon, voilà, c'est en ce moment précis, il faut aussi cette solidarité. Dans tous les cas, qu'on soit en train de parler d'assurance maladie, en train de parler du gaz, de toute autre chose, il y a nécessité pour, j'ai envie de dire, un besoin social d'encourager les couches les plus vulnérables. Aujourd'hui, plus que jamais, il urge que l'État, à travers un certain nombre de mécanismes, puisse venir en aide aux couches vulnérables, parce que
Les ménages moyens tiennent difficilement. Je crois que là-dessus, le PPI a de très belles propositions. Non, nous avons fait de très belles propositions. Je crois que le gouvernement en a repris certains, sauf que c'est l'application qui pose problème. Par exemple, les transferts directs que nous avons proposés en 2016. Je crois qu'en mars 2020, le gouvernement a amorcé cela, mais pour 61 000 ménages. Nous avons espéré que ce programme-là puisse couvrir toutes les couches vulnérables parce que nous en avons assez. Nous avons également proposé que l'État puisse donner des allocations de chômage à ceux qui ont perdu leur emploi et aux étudiants qui ont fini leur cycle, qui ont fait 6 mois sans emploi. Et on peut les prendre pour 2 ans. Et je pense que ça va aider beaucoup les populations les plus vulnérables. Mais à la question de l'assurance maladie universelle, je crois que nous encourageons l'État à faire vite parce que la santé n'a pas de prix. Surtout quand vous allez dans les milieux reculés, il y a certains de nos frères et sœurs qui meurent de certaines maladies très banales dont il faudrait seulement peut-être une petite prise en charge pour sauver cette vie. Je crois que l'INAM a beaucoup travaillé, elle a félicité. Je crois en 2020, il y avait une équipe du Burkina Faso qui était venue s'inspirer de cette expérience de l'INAM du Togo. Il y avait également les Camerounais et les Guinéens qui étaient là pour apprendre l'expérience de notre INAM. Donc j'encourage l'État togolais à faire vite pour que les populations vraiment puissent se faire soigner. Faire vite, vous vous attendez à avoir du concret d'ici Avoir du concret d'ici quelques mois. Ce n'est pas impossible. Oui. Je vais couper un peu notre fil de discussion en disant que personnellement, je crois que nous n'avons pas les bonnes informations aussi. Personnellement, je viens de découvrir que nous faisons aussi, tout comme nos frères, nos jeunes frères, et les déflatés, et ceux qui ont perdu leur emploi, etc. Nous avons un instrument dans ce pays qui peut nous permettre de remonter la pente. C'est l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi, pour la promotion de l'emploi. Avec un collègue de Radio Lomé, nous avons reçu le directeur général de l'ANPE le jeudi sur Radio Lomé dans l'émission Vision à 20h30. Mais je pense que le tout revient aujourd'hui. Nous parlons tous de la vie chère. Elle est très chère. Même les ministres, ils en souffrent. Ils en souffrent. Ils en souffrent. C'est la meilleure. Ah oui, ils en souffrent. Parce que lorsque vous avez un train de vie qui est subitement cassé, vous en souffrez. Eux aussi, quand ils vont sur le marché, quand ils avaient l'habitude de donner leurs millions ou je ne sais pas combien à leurs femmes pour les emplettes, mais quand on revient leur dire que ce que vous nous avez donné, on n'a pas pu faire comme avant, il faut en rajouter, mais ils en souffrent aussi. Donc le tout, c'est mais pas dans la niveau, même proportion. Pas dans la même proportion. Le tout, c'est par rapport au niveau de vie, il faut le dire. Mais, comme j'ai l'habitude de le dire, la solution, c'est le travail. Il faut qu'on travaille davantage. Si nous n'avons pas de travail, si nous devons rester les mains croisées et dire que l'État ou je ne sais pas quelle structure va nous aider, mais je pense que, comme l'a dit le directeur de l'ANPE, il a des solutions. Et il faut, moi j'encourage tous les jeunes, j'encourage tous ceux qui ont perdu leur emploi, parce qu'il a prononcé ce mot, que j'insiste là-dessus. Approchez-vous de l'ANPE, je pense que vous aurez une solution à vos difficultés d'emploi et surtout par rapport à cette vie qui est de plus en plus chère. Voilà. Bon. Oui. Moi, je reviens encore sur... il y a un autre problème qui va se poser par rapport à l'application.
ou bien dans la mise en œuvre de cette assurance maladie universelle. Mais elle est destinée à qui? Aux Togolais, aux citoyens togolais. Mais comment est-ce qu'on est citoyen togolais? Qu'est-ce qui montre qu'on est citoyen togolais? Quelle différence y a-t-il entre moi et peut-être un Nigérian qui vit au Togo? Peut-être c'est la pièce de nationalité. Oui. Ils sont combien ces Togolais à disposer de cette pièce? Quel est le mécanisme qui permet aujourd'hui de disposer de la pièce de nationalité? Et je pense qu'il y a un travail à faire en amont parce que ce programme peut choper sur des difficultés énormes par rapport à l'identification des Togolais, de ceux qui sont réellement Togolais. Voilà en général, on a une belle expérience dans les élections. Oh non, oui, c'est ce que je dis. Voilà, c'est ce que je dis. Mais pour une élection, parce qu'on veut élire un député, un président de la République, on est d'accord à vous faire Togolais sur la présentation seulement d'un petit papier. Non, laissez-moi aller au bout de... Je vais aller au bout de mon analyse. Bon, pour un simple citoyen, pour une élection, on veut élire un président de la République, un député. Là, on sait que c'est l'élite, ça concerne l'élite. Mais rapidement, on trouve des stratagèmes pour vous faire Togolais à la minute. Il suffit seulement de présenter un témoin et rapidement, on vous fait la carte d'électeur. Conformément à notre code électoral, peut voter celui qui est Togolais. Et être Togolais suppose que tu disposes de la pièce de nationalité. Mais comment se fait-il qu'on accepte de faire Togolais aujourd'hui parce que tu veux voter? Et 2 jours après, être Togolais, pour un concours, on te demande dans les dossiers la pièce de nationalité. Et là, tu n'en disposes pas et tu n'es pas Togolais en ce moment. Alors que ça fait 3 jours, tu étais Togolais et tu as voté pour eux. C'est ce que le peuple, c'est une discrimination. Ça n'a pas de sens. C'est pourquoi nous avons dit que lorsque, le jour où le PPI sera au pouvoir, tous ceux qui disposent de la carte d'électeur n'ont plus besoin de nationalité. Vous êtes Togolais. Parce que l'acte que vous avez accompli est un acte hautement politique. Oui. Ce que je voudrais dire, en fait, concernant l'assurance maladie universelle, on peut prendre l'exemple d'autres pays qui l'ont fait, et donc c'est tous ceux qui vivent sur le territoire national qui bénéficient de cette assurance-là. Vous arrivez dans un centre de santé, on vous prend en charge, et après, on verra si vous êtes Togolais ou vous êtes d'ailleurs. C'est ça qui est très important. Je parlais justement des avantages de cette assurance maladie universelle. Merci beaucoup, Eric Johnson, d'être passé animer cette émission avec nous. C'est moi. Merci à vous également, Abel Rezouya Obadassé, d'être passé. Merci à vous. Et merci à tous ceux qui l'ont suivi d'un peu partout sur la planète. On se retrouve le samedi prochain.